Là, j'ouvre le conseil. Bonsoir à tous. D'abord, les procurations. Madame Léger pour moi-même, Monsieur Gottaroli pour Monsieur Ayot, Madame Flores pour Monsieur Lee, Madame Campagne pour Monsieur Kint, Madame Maillot pour Madame Mouni, Monsieur Croze pour Jean-Luc Hassler, Monsieur Philips pour Monsieur Lacombe, Madame Munal qui aura du retard pour Madame Carr. Je n'ai rien oublié. Absent, Monsieur Charve. On va désigner un secrétaire de séance. J'ai Yem qui se propose comme... je te remercie, Yem. Je n'en vois pas d'autres candidats. Y a-t-il d'autres candidats? Je n'en vois pas. Des oppositions? Des abstentions? Merci, Yem. Tu es secrétaire de séance. Monsieur Landreau, vous avez bien entendu la parole. Oui, vous allez très vite, mais je comprends que le conseil municipal, qui n'est déjà pas long, il sera encore plus court. Mais bon, peu importe, je voulais simplement dire une chose clairement. Je ne prends pas, depuis un petit moment déjà, pour des raisons fondées, parce qu'on ne respecte pas la loi, le droit, on ne respecte pas, comment dirais-je, le code, etc., etc. Donc, toutes les délibérations, pour moi, ne sont pas valables. Donc, je ne participe pas, puisqu'il n'y a pas de correction possible à apporter de votre part. Donc, je ne participe pas au vote. Et je souhaite, comment dirais-je, au vote. Je souhaiterais, comment dirais-je, qu'il soit indiqué que Christian Landreau ne participe pas, bien que présent, mais ne sortant pas, c'est compté comme abstention, ou sortant, c'est considéré comme n'étant pas là. Pourquoi? Parce que quand on voit dans le rapport abstention, abstention, non, c'est pas abstention. Je ne participe pas au vote. Quand on ne participe pas au vote et qu'on reste là, c'est abstention. Mais je souhaiterais qu'on dise il ne participe pas au vote avant de dire comptabilisé comme abstention, parce qu'il n'est pas sorti. Parce que sinon, c'est encore plus faussé. Monsieur Landreau, et tout est faussé ici. J'ai demandé au contrôle de légalité un rappel. Donc, ce que je fais, c'est le contrôle de légalité qui me l'a dit. Et monsieur le sous-préfet vous l'a rappelé. On vous a transmis un certain nombre de choses. Je ne reviens pas. Quand vous sortez, là, vous êtes absent. Quand vous restez ici... C'est ce que je viens de dire. Non, je parle français. Voilà. C'est ce que je viens de dire. Je dis simplement... Sauf que quand vous restez, c'est une abstention. Mais marqué au préalable que ne participe pas au vote. C'est ce qui est marqué dans le code. Monsieur Landreau, ce que vous avez dit est enregistré aujourd'hui. Voilà. Ça sera rappelé dans le procès verbal. Parce que vous comprenez très bien. Bon. Vous comprenez très bien, lorsque quelqu'un regarde, on dit il ne participe pas au vote. Puis on met abstention, abstention, abstention. Mais alors, s'il ne participe pas au vote, comment il peut y avoir abstention? Il y a abstention parce qu'il est resté, mais il ne participe pas au vote. La première chose, on a noté ça, monsieur Landreau. Okay. Merci. Alors, deuxième chose. Attendez. Non, puisque c'est sur la deuxième question. Ouais. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Merci. On va, bien entendu, approuver le procès verbal. Y a-t-il des remarques sur le procès verbal? Une remarque de monsieur Landreau qui n'a pas participé. Voilà, mais qui est resté et donc n'étant pas sorti, c'est une abstention, même s'il ne participe pas au vote. Bien. Très bien. Très bien. Ce que je voulais dire à ce sujet... Vous n'avez pas participé, vous dites que vous avez une abstention, vous dites que vous participez, donc et vous posez des questions sur quelque chose. Mais attendez, je participe au conseil municipal. Je suis la seule personne au conseil municipal ici présente qui est venue à tous les conseils municipaux. D'accord? Qui peut s'honorer de cette démarche-là? D'accord? On essaye, vous savez, M. Landreau... Qui? Non. Hein? Et il y a le courage. Et il y a le courage de le dire. M. Landreau, en me regardant dans les yeux. On n'est pas... Parce qu'il suffit de regarder les procès-verbaux. Monsieur Landreau, s'il vous plaît. Monsieur Landreau. Alors? Monsieur Landreau, ici... Quand des gens sont absents ou n'importe quoi, on n'a pas donné de leçons à personne. On essaye de tous se faire le bien. Je dis simplement ce qui me concerne. Allez-y, prenez la parole. Voilà. Je vous la donne. Je souhaiterais au sujet de ce procès verbal, je constate simplement qu'il y a eu une intervention extérieure,
que le conseil municipal était normalement ouvert, fermé, fermé, ouvert, on ne sait même plus, et que subitement, cette question comment dirais-je, qui est répertoriée ici, présentation du projet réseau de chaleur, n'existe plus dans le procès-verbal. C'est tout de même extraordinaire. On peut très bien mentionner, comme vous le faisiez avant, en disant la séance est close le temps d'accueillir certaines personnes. Ces personnes-là étaient déjà sur place, ils étaient là au moment de l'ouverture, ce qui est encore à côté de la plaque. Alors, moi, je veux bien tout ce que vous voulez, mais mettez au moins les choses telles qu'elles se sont passées. Très bien. Hein, la séance a été ouverte, la séance a été fermée, etc. Mais, M. Landreau, vous n'acceptez pas... Tout va à volo. Très bien. M. Casser, vous avez la parole. En règle générale, pour les questions diverses, vous complétez les réponses données au moment de la saisie. Et là, sur la question qu'on avait posée relativement finalement à la relation entre les banques et la SPL, vous nous avez dit qu'un compromis a été trouvé avec les banques. Or, dans le conseil communautaire qui a suivi le conseil municipal, M. Dunant a bien rappelé qu'aucun compromis n'avait encore été trouvé et que c'était la raison pour laquelle il refusait de répondre à Mme Barthalet sur ces questions. Et donc, je m'étonne parce que vu qu'en règle générale, vous rectifiez quand il y a une position qui peut être vérifiée, parce que c'est une information aussi à la population, vous le faites. Or là, visiblement, vous parlez d'un compromis, alors que d'après l'agglomération, il n'existe pas. Moi, ce que j'ai dit, je persiste. Au niveau du compromis avec les banques, il faut rappeler que dans le consortium de banques, une banque était sortie. Il a fallu trouver un accord pour qu'au niveau de la SPL, on puisse trouver un accord. Et c'est dans cet accord-là que les banques, la Banque des Territoires en particulier et d'autres, sont venus et qu'on a trouvé. Et ça, c'était comme ça. Et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Voilà. Alors, écoutez, M. Dunant, il est le président de l'agglomération. Alors moi, je n'étais pas dans la négociation directe. C'est le président qui a négocié avec le président de la SPL et le groupement des banques qui, pour l'instant, garantissent les emprunts. Moi, je ne suis pas dans la... En tout cas, ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, il y a bien eu un accord de fait, parce que sinon, ça n'aurait pas tenu. Voilà. Voilà, je vous réponds. On peut relancer la caméra, donc une partie aura disparu, mais je m'en excuserai auprès des... C'est qui? C'est Ahmed qui est arrivé. Alors oui, j'annonce l'arrivée de M. Benbarak. Il est 9h45. 20h45. 19h45. Putain, je suis fatigué. Aïe, aïe, aïe. Dans ce... On revient. Il y a d'autres questions sur ce compte-rendu. Après la remarque de M. Kessler, la remarque de M. Landreau, on va passer au vote. Est-ce qu'on peut passer au vote ou pas? Non, alors on va voter la main. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, une abstention, Mani, M. Kessler. Deux abstentions. Ah oui, vous votez pour M. Croze. Non, et M. Croze, excusez-moi. Voilà. Monsieur Landreau ne participe pas au vote. Voilà. Ne prend pas part au vote. Voilà. Très bien, je vous remercie. C'est noté pour le secrétariat? Voilà. Je donne la parole cette fois-ci à Étienne Kind pour une décision modificative. J'ai mis le numéro 1. Oui, bonsoir à tous. Toujours dans la construction du budget au fur et à mesure de l'année. Donc, nous abordons ce soir la première décision modificative. Le gros de cette dépense, cette modification, revient à l'incorporation d'une dépense qui n'avait pas été inscrite au budget, qui est la dépense obligatoire de la participation au fonctionnement du SDIS pour un tout petit peu moins de 200 000 euros. On rajoute en même temps donc quelques évolutions, en particulier sur
le coût réel de l'acquisition de l'immeuble du Bouchet qui va nous revenir un tout petit peu moins cher dans notre accord avec l'établissement foncier de l'Ain qui nous aide beaucoup dans ces opérations-là. Eu égard à ces évolutions, la section de fonctionnement ne peut pas pourvoir autant que prévu à la section d'investissement. Elle pourvoit encore à hauteur d'à peu près 2,7 millions. Voilà. Ce qui veut donc dire que du point de vue de la section fonctionnement, c'est ce que vous voyez dans le tableau en dessous, en fait, c'est une dépense c'est un coût à blanc, puisque nous avons à peu près un peu moins de 200 000 euros de dépenses en plus d'un côté, mais nous avons donc 200 000 euros de dépenses en moins, donc ça fait 0 euros de dépenses et il n'y a pas de recette en face. En fait, on transfère des dépenses d'un article vers l'autre, d'où le fait qu'on soit à 0 sur les évolutions de section de fonctionnement au global. Évidemment, par contre, ce qui est impacté, c'est la section d'investissement qui voit donc à peu près 178 000 euros de volants en moins. Donc, il se trouve qu'à ce stade de l'année, on peut évaluer que divers travaux ne seront pas effectués, donc on peut diminuer un petit peu ce volant d'investissement. On incorpore également ce que vous avez là, les 16 000 euros que vous avez validés le mois dernier sur l'agence France Locale qui arrive en investissement. Ce qui nous amène à peu près entre 154 et 155 000 euros d'évolution de la section d'investissement. J'espère que j'étais assez clair. Il vous est proposé de voter la décision modificative numéro 1 et d'autoriser un adjoint délégué ou monsieur le maire à signer tous les documents correspondants. Je vous remercie. Merci. Arrivée de Madame Hunal. Il est... Voilà, vous l'avez noté. Merci. Monsieur Kastner, vous avez la parole. Non, j'ai senti presque M. Kint transpirer en annonçant qu'il y aurait 170 000 euros d'investissement en moins sur l'année. Bon, ça ira dans le sens du sous-investissement chronique de la commune dans différents secteurs. Vous avez parlé de l'intégration de l'agence France Locale au budget. Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser où est-ce qu'on retrouve? Donc moi, j'étais contre, parce que pour moi, ça me rappelle un peu trop les subprimes, cette affaire. Donc j'étais contre l'adhésion à l'agence France Locale et à la financiarisation de la dette de la commune par le biais du marché obligataire. J'aimerais bien savoir comment ça a été intégré au budget de manière plus précise. Étienne, tu as la parole. Dans la délibération du mois dernier, je me souviens qu'on avait longuement parlé de choses qui démontrent les penchants de chacun sur la compréhension des dettes de la commune. Mais par contre, il y avait deux points assez clairs. Il y avait une adhésion à l'agence France Locale, et dans cette adhésion, il y avait la prise de participation au capital. Donc nous investissons sur 3 ans. Et donc les 16 000 euros de participation sont celles-ci. Donc on a 16 000 euros d'investissement dans l'achat d'actions de cette agence, comme on en a largement débattu le mois dernier, je crois. Là-dessus, on avait eu l'occasion de l'aborder. Monsieur Kastner, vous avez la parole. Non, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment c'est intégré dans le budget, c'est à quelle ligne, plus précisément. Et puis ensuite... vous avez dit donc que ça avait déjà été débattu. Enfin, quand même, à la fin de la délibération, vous aviez dit on va voir si finalement on vote le principe, mais c'est peut-être pas certain. Donc là, on acte définitivement le fait. Moi, je m'inquiète. Excusez-moi. Vous avez dit que l'adhésion à l'agence France Locale ne rendait pas la commune solidaire de l'ensemble des potentielles dettes de la structure, mais uniquement de celles dont la commune pourrait être éventuellement responsable. Je vois mal comment une adhésion par action à une société pourrait ne pas rendre la commune responsable des dettes au prorata du nombre d'actions qu'elle possède. Donc voilà, une question. Tu peux répondre, Étienne, s'il te plaît? On peut se relancer dans un long débat sur les responsabilités des actionnaires, en effet, au prorata de notre adhésion. Je te rassure tout de suite, nous ne sommes pas un actionnaire important de l'AFN, nous sommes un actionnaire à la hauteur de notre engagement. Ensuite, pour ne pas dénaturer les propos que j'ai tenus le mois dernier, j'ai dit que nous adhérons, c'est-à-dire ce qui a été voté, une fois que le Conseil le décide, il est souverain. Par ailleurs,
c'est la prise d'emprunt qui n'était pas automatique. Et là, comme nous en avons parlé à la dernière commission finance, où tu brillais encore une fois par ton absence, le calendrier suit son cours et j'espère bien pouvoir vous proposer la souscription du prêt avant la fin de l'année, de toute façon comme prévu au budget, probablement début décembre. Voilà. De toute façon, pour revenir lors de ce vote pour ce prêt, le Conseil est souverain et pourra poser les questions sur les conditions du prêt. C'est tout à fait indépendant. Monsieur Lacombe, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai deux petites interrogations, cher Étienne. Concernant d'abord les 195 000 euros qu'on va destiner aux SDIS, je suis un peu étonné de savoir que ce ne soit pas prévu à l'avance ou flashé. J'ai l'impression que c'est un peu dernière minute. Genre, on a oublié 200 000 euros là-dessus. Et puis, une préoccupation concernant la formulation du CCAS. Donc, on lit dans la section investissement, le CCAS, des travaux de rénovation de l'espace jeune. Pour moi, le CCAS, l'objectif numéro 1, c'est l'action sociale. Est-ce que le CCAS est amené à faire des travaux de peinture, de rénovation, etc. Ça fait partie du budget communal pour l'entretien des locaux. Alors, une question pratique, John, je ne sais pas, mais si c'est le CCAS qui paye, qui va faire la supervision des travaux? Est-ce qu'on va demander au CCAS de se réunir pour choisir la couleur des peintures et choisir la plomberie? Qui va adopter les devis? Qui va... Je veux dire, pour moi, il existe un budget municipal qui s'occupe des travaux. CCAS fait son boulot, c'est l'action sociale. Donc je crois, l'impression que ça me donne ce soir, c'est qu'on essaye un peu de traficoter un peu pour retrouver un peu d'argent quelque part. On retire le CCAS et on met l'argent pour faire de la peinture, de la rénovation. Bien. Non, c'est très bien. Mais comptablement parlant, c'est ce que ça veut dire. Alors, merci. Le CCAS, il faut rappeler que si on parle de la résidence autonomie, c'est bien le CCAS qui le gère, qui engage un certain nombre de travaux. Voilà, c'est la destination du CCAS. Alors, bien entendu, on sait très bien que le CCAS, il dépend des subventions de la collectivité. Et dans ses compétences, l'espace jeune dépend du CCAS. Donc, c'est bien le budget du CCAS qui est là-dedans et est sollicité pour ce type de travaux. Quand bien même le CCAS, lui, peut soit passer, c'est nous, le CCAS, il faut rappeler aussi, parce qu'on siège, aussi bien par les entreprises que par la collectivité. Et tout ça, c'est bien précisé. Et alors, on va le penser, pourquoi le CCAS est indépendant. Il faut rappeler que dans le CCAS, il n'y a pas que des élus qui siègent. Donc il y a bien cette volonté aussi de séparer. On n'est pas majoritaire. Il faut rappeler qu'il y a un nombre important. M. Landreau siège avec moi, avec Christian Ayot. On a un certain nombre d'élus, mais il n'y a pas que ça. Donc il y a bien des décisions qui se prennent sur la nature des travaux et ce qu'on va faire. Et ça, ce n'est pas notre conseil municipal qui décide, c'est bien le CCAS qui est indépendant. Voilà. Alors, on va dire peut-être un jeu d'écriture, ce n'est pas une volonté de cacher les choses, mais dans toutes les collectivités de France, le CCAS, ça fonctionne comme ça. Merci, monsieur bien, pour ces précisions. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça peut créer un précédent. À l'avenir, on pourrait être amené à récupérer l'argent des clubs de sport pour construire les stades, etc. Le CCAS reçoit des subventions pour le fonctionnement et l'action sociale. Pour moi, ils n'ont aucune vocation à faire les travaux de rénovation. Merci. Étienne, vous avez la parole. Oui, juste, c'est de rénovation d'un bâtiment qui ne sert que à l'action sociale. C'est-à-dire que c'est dans leur périmètre. Donc, ils font en fait des travaux pour leur permettre l'action sociale. Tu vois, c'est pas quelque chose d'indépendant de leur action. Après, c'est un débat qui s'entend tout à fait, et j'entends qu'on n'a pas la même conclusion à la fin. Il est parfaitement respectable. Voilà. Mais je crois qu'on reste dans le périmètre de l'action sociale et que c'est le CCAS qui se donne les moyens d'exercer autrement son action sociale en remettant un gros coup de frais à cet espace qui en avait besoin pour lui permettre de mener l'action qu'il entend mener avec les jeunes de l'espace jeune. C'est cet aspect. Merci Étienne. Peut-être pour préciser, dans beaucoup de collectivités, on trouve des budgets annexes. Par exemple, si vous voyez l'agglomération, le budget eau, le budget assainissement, le budget ordre de l'air, ce sont des budgets annexes, où on peut aussi caser les choses. On retrouve ça au département. Si on prend la compensation financière genevoise, c'est un budget annexe. Pourtant, le département. Voilà, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de tromperie là-dedans. À chaque fois, vous pouvez vérifier l'utilisation de l'argent et des fonds qui sont... Alors, vous pensez que le CCAS n'a affaire, en fin de compte, que de l'aide sociale. Au-delà, il y a d'autres choses que le CCAS fait. Principalement, c'est l'action sociale. Mais après,
il y a des travaux à faire, par exemple, que les jeunes font à l'intérieur. Ce n'est pas le budget communal, c'est le budget du CCAS. Souvent, ce sont les jeunes qui ont pris en charge les travaux. Voilà. Madame Magny. Vous parlez de budget annexe, oui, effectivement, mais je rejoins M. Lacombe. Enfin, pour moi, le budget social doit aller au social, pas au bâtiment, pas à la rénovation. Je pense qu'on a assez de problématiques sociales dans notre territoire pour le peu qu'il y a en termes de budget pour l'action sociale soit utilisé pour des rénovations. Donc, effectivement, la question méritait d'être posée. Et effectivement, moi, je trouve pas ça scandaleux, mais je trouve ça injuste qu'on aille piocher sur les caisses du social pour des rénovations. OK, les locaux, c'est les locaux du CCAS, mais ça reste quand même le patrimoine de la commune. Mais c'est le patrimoine de la commune, vous avez bien compris. À aucun moment, alors vous pensez qu'on doit dédier un budget. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous le savez. La résidence autonomie, c'est le principe. Si on achète, par exemple, un réfrigérateur ou autre chose, c'est bien le budget du CCAS, c'est pas le budget de la commune. Pour autant, on sait très bien que le budget de CCAS, c'est la commune qui le fait. Voilà. On a ce principe. Alors, on peut le regretter. Pour autant, on n'a jamais tant donné depuis ces 2 mandats au CCAS. Peut-être rappeler. Regardez les finances sur les années précédentes, y compris avant 2014, et vous verrez la différence. Mais dans ce cas-là, mérite A, si jamais on a trop donné au CCAS. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas demander d'ici la fin de l'année qu'on récupère les fonds qui n'ont pas été utilisés et ils sont réinjectés pour les investissements? Parce que là, ça va quand même sur la section investissement, c'est pas du fonctionnement. Mais oui, ben, le problème, c'est quand on fait des travaux, c'est de l'investissement, c'est pas du fonctionnement. On n'a pas intérêt à faire ça. C'est comptable, hein. On ne va pas changer les choses. Bon, mais je suis prêt à revenir vers vous. Monsieur Kastler a demandé la parole. Oui, et l'action sociale, vous dites dans la commune de Ferney, le CCAS n'aurait jamais été aussi bien doté que, en définitive, sur ce programme budgétaire. Bon, en réalité, l'action sociale a débordé pendant un temps le CCAS avec l'inscription d'un certain nombre de quartiers de Ferney en politique de la ville, inscription qui a été abandonnée à la demande de M. Phillips. Alors c'était pendant la première partie de mandat où M. Lacombe était à New York, donc il ne peut pas savoir, mais ça s'est passé à ce moment, et vous avez depuis fait diminuer d'un minima 140 000 euros la politique sociale dédiée à un certain nombre de quartiers à Ferney. Donc c'est par an. Donc si vous voulez, c'est des choix. Après, on peut réévaluer les budgets cantines. Vous avez quand même fait des choix lourds de signification en matière de politique sociale, qui sont d'ailleurs complémentaires de vos choix de politique économique en matière de financiarisation de la dette. Moi, je m'inscris en faux de ce que vous dites. C'est complètement faux. C'est une même. La politique de la ville, c'est l'État qui l'a abandonnée. C'est pas la commune de Ferney-Voltaire. C'est l'État qui a abandonné la politique de la ville à Ferney-Voltaire et à Saint-Genis. La politique de la ville, elle est gérée par l'agglomération, c'est sa compétence. À chaque fois qu'on a eu des actions sur la politique de la ville, Ferney amenait aussi son aide et son financement. L'État a abandonné la politique de la ville à Ferney-Voltaire. Alors oui, alors là... non, c'est pas M. Phillips. Non, c'est pas M. Phillips. J'ai la date. L'État a prolongé d'une année les choses, mais je peux vous dire, c'est le délégué de Madame la préfète, M. Vanzetti, qui m'a annoncé ça, qui était en charge de la politique de la ville. C'est pas un conseiller ou un adjoint qui a décidé, ni le maire. C'est l'État qui a dit, vous avez rempli les conditions, parce qu'on parle de carroyage dans la politique de la ville, c'est des carrés, et on n'a pas, je suis d'accord avec vous, on n'a pas diminué la pauvreté, on l'a dispersée. Et au niveau des Tâtes et du Levant, les calculs qui ont été faits, c'est que normalement, on a rempli notre fonction, c'est-à-dire que le taux de pauvreté dans ce quartier a diminué. Mais voilà, vous rigolez, madame, mais c'est pas moi qui le dis, c'est l'État. Donc, non, mais ça, alors, quand monsieur Landreau, mentionnez la pauvreté et la délinquance, ça, j'adhère pas. Il faut attention. Là-dessus, c'est bien l'État qui a arrêté, sur nos quartiers, avec les financements en berne. Donc on n'a plus de financement de l'État, et bien entendu du département qui a aussi arrêté dans les financements. Donc on a un vrai souci en laissant les communes avec leurs problèmes. Alors aujourd'hui, dire que c'est un conseil municipal qui a en action qui a dit ça, c'est faux. Et je m'inscris en faux. Prouvez le contraire.
Monsieur Kessler, vous avez la parole. Non, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que M. Philippe soit absent, parce que M. Philippe, les yeux dans les yeux, m'a dit je souhaite que cette politique soit abandonnée, je n'y adhère pas, je veux faire en sorte qu'elle soit abandonnée. Donc forcément, quand vous dites ça à l'État, à un moment donné, l'État abandonne la politique de la ville. Alors moi, premièrement, j'aimerais bien, on reportera cette question quand M. Philippe sera là, et j'aimerais bien qu'il réponde, lui, parce que moi, j'aime pas qu'on donne la parole aux absents, et ça ne marche pas comme ça. Moi, je dis ce que j'ai dit, la politique de la ville a été abandonnée par l'État, qui nous a signifié en retard, mais c'est fait. Voilà, point. Étienne, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter qu'il est inadmissible d'entendre des mensonges pareils dans cette enceinte, dans les yeux. Parce que M. Philippe n'est pas là, tu te permets de l'attaquer. À chaque fois qu'un conseiller, pour une raison ou une autre, n'est pas là, tu te permets de balancer des gros mensonges dessus. Tu le sais très bien qu'il n'a pas pu te dire ça. Il s'est plusieurs fois prononcé pour le fait qu'il souhaitait rester dans la politique de la ville. Tu mens, et ça c'est scandaleux, et ça c'est délétère pour l'image que les gens ont de nous. Je veux dire, tu ne peux pas mentir comme ça à longueur de conseil. C'est pas possible. Voilà. Très bien, très bien. Bon, arrête, c'est bon. Allez. Y a-t-il d'autres remarques sur cette délibération? Monsieur Landreau, vous avez la parole sur cette délibération. Oui, juste pour dire, vous parliez de la résidence autonomie. Moi, je veux bien, mais bon, si on veut regarder les choses proprement, est-ce qu'un CCAS peut gérer une résidence autonomie si la vocation du CCAS est justement sociale, alors que le coût de l'hébergement de l'autre côté n'a rien de social? Bon, c'est votre fonds de commerce, c'est vos électeurs, je comprends que vous les choyiez. Monsieur Landreau, là aussi je m'inscris en faux, totalement en faux. Ce que vous dites est mensonger. Premièrement, la résidence autonomie, on a souhaité la gérer de façon communale, avec le CCAS, pour diminuer le prix. Nous sommes actuellement dans le PGEX, la résidence la moins chère. Donc arrêtez aussi de dire, oui, il y a un coût. Et pourquoi elle est gérée? Oui, c'est le CCAS qui la gère. Et c'est plutôt bien géré actuellement. On fournit un certain nombre de choses. En qualité, et je remercie aussi le personnel, ce que vous dites est faux. Faux. Pourquoi? On a été au plus juste. Quand on voit l'évolution de notre CCAS, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a fallu aider à la création de cette résidence, et c'est le transfert du budget de la collectivité au CCAS qui a permis la création de cette résidence autonomie. Alors, elle a été mise en place. Actuellement, elle fonctionne avec une directrice, avec du personnel. Voilà. Mais dire qu'on a des prix à plus haut que là, c'est pas vrai, c'est faux. Ça, c'est un mensonge. Donc, aussi, prouvez-moi le contraire et allez voir ailleurs. Madame Mani, sur cette délibération. Alors, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'on avait voté, enfin, vous aviez mis ça à l'ordre du jour et on devait voter. Il y avait la possibilité que ça soit géré par un organisme qui est spécialisé et qui gère ça, et vous avez préféré que ça soit géré par la commune. Oui, parce que c'est plus cher. Parce qu'il y avait de l'incompétence, d'après mes souvenirs, ce qu'avait dit. Et là, je ne m'inscris pas en faux et je ne mens pas, même s'il n'est pas présent. Monsieur Pierre-Marie Philippe, ça avait dit qu'effectivement, il y avait eu déception sur d'autres secteurs de gestion externe et qui préférait que ça soit géré. Sauf que je rappelle quand même que vous avez d'énormes subventions. Ah bon? Par la CAF, vous n'êtes pas subventionné pour la maison? Alors, je veux dire... Je vous pose la question. Non, alors là, allez-y. Alors, pour la construction, pour l'investissement, on a eu des aides. Oui. Ça, pas de problème. Pour le fonctionnement, pas du tout. Là, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi on a voulu aussi la gérer de façon communale? C'était pour diminuer les coûts. Parce que si on passait par des organismes, on prenait 20 à 30% d'augmentation sur le coût du loyer. C'était ça la différence. Et donc là, si j'ai bien saisi, les bénéficiaires ne bénéficient pas d'accompagnement de la MDPH. Alors, sur la Non, mais MDPH, rien à voir. justement, Ils ont de l'aide au logement, ils ont un certain nombre de choses. Attendez. Si vous recevez de l'argent. Non, c'est attendez, c'est pas la mairie qui reçoit de l'argent. Non, c'est non, c'est pas. Appelez ça votre maison de senior, c'est pas je nous. sais pas quoi. C'est les résidents. Oui, mais les résidents, ils payent un loyer, ils ont des aides de l'APL comme les autres. Donc mais c'est à aucun uniquement moment. les résidents, pas la mairie, non. Nous là-dedans. Non, je parle de la mairie, CCAS, moi. La mairie, on a un budget qui est fait au CCA à la résidence autonomie avec le loyer. On a 23 logements, 22, ça tourne. Hein. Grâce à ces logements, on arrive à peu près à équilibrer les comptes. Et c'est juste, croyez-moi, pour
Pourquoi on a fait ça? C'est pour justement que le coût du loyer soit le plus bas possible. Si vous mettez un organisme qui prend des financements, ben, peu importe le type d'organisme, on n'a pas ces prix-là. Voilà le fond des choses. Mais ça, on pourra en débattre. Venez, sans problème. Et l'idée générale, c'est sûr que c'était plus facile pour nous de dire on fait une résidence autonomie, on la donne à un prestataire. Ah, regardez ce qui se passe. C'est pas un EHPAD, hein, c'est une résidence autonomie. Ben, vous verrez les prix. On a des services, on a du soin, on a de l'accompagnement, des activités, pas mal de choses. Il y a une qualité qu'on souhaite, et puis les résidents sont relativement heureux. Tant mieux pour nous et tant mieux pour nos anciens. Là-dedans, à aucun moment, on fait du bénéfice. Bon, on peut voter la CTM. Monsieur Casser, une dernière question. Non, moi, Pourquoi ça ne marche pas? Je voulais quand même remercier Madame Mani pour le suivi des dossiers sociaux et pour l'apport qu'elle vient de faire avec sa question, parce que quand même, il faut les suivre, ces dossiers-là. Les absents ont toujours tort. Moi, la dernière fois que j'ai vu Monsieur Philips, c'était à Ornay. Il faudrait lui rappeler qu'il n'est pas ornésien, mais fernésien. Et venir au conseil municipal serait peut-être pas mal. Écoutez, vous en parlerez avec lui. Bien, on passe au vote. Qui est contre cette délibération? Monsieur Lacombe? Oui, ben je sais qu'on l'a dit au départ. Alors, 2 contre. Monsieur Pierre-Marie Philippe vote contre. Deux contre, j'ai entendu. Vous l'avez noté? Qui s'abstient? Monsieur Casper, 2 voix. Et Madame Mani. Madame Mouni s'abstient. Très bien. Vous avez noté? C'est noté. On a... Eh, monsieur Andron, pas par vote. Très bien. On passe cette fois-ci à une convention de gestion en flux pour la réservation avec l'organisme social SEMCODA. Christian, tu as la parole. Bonsoir à tous. Donc, dans la continuité d'une convention qu'on a déjà prise avec Dynacité, celle-ci s'appliquera notamment à l'organisme SEMCODA. Le projet de convention, donc présenté en annexe, a pour objet les modalités de réservation de logements sociaux par la ville de Ferney-Voltaire au sein du parc locatif SEMCODA concerné par la gestion de flux. Ce projet de convention estime le droit de réservation de Ferney-Voltaire à 5% du parc locatif social implanté sur son territoire. En contrepartie de ce droit de réservation, la ville de Ferney s'engage à poursuivre le soutien et au développement de l'offre locative sociale sur son territoire en examinant les demandes de garantie d'emprunt, d'apport en foncier et en financement qui lui seront présentées. Cette convention s'applique au parc locatif social de SEMCODA, implanté sur la ville de Ferney-Voltaire, qui tient compte des orientations et objectifs des politiques intercommunales d'attribution définies par la conférence intercommunale du logement et la convention intercommunale d'attribution, d'une part, et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, d'autre part. Ce projet de convention s'entend pour une durée de 3 ans, avec tacite reconduction pour une période de 1 an dans la limite de 2 ans. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet de convention de gestion flux de réservation des logements sociaux proposé par SEMCODA, d'autoriser le maire ou l'un de ses adjoints à signer la dite convention, ainsi que tout document s'y rapportant. Merci Christian. Monsieur Casser, vous avez la parole. Oui. Face à l'augmentation des coûts de la vie, liés entre autres à l'inflation générée par un certain nombre de conflits internationaux, on a vu ces derniers temps les bailleurs sociaux réévaluer, sans y aller avec le dos de la cuillère, les tarifs des logements sociaux. Et plus particulièrement la SEMCODA. Et dans l'Ain, cette réévaluation a été générale, quelle que soit la cherté de la vie, quel que soit le territoire, sans prendre en compte la situation de la population pour laquelle l'augmentation de la cherté de la vie pèse aussi sur les dépenses contraintes.
Et j'avoue que moi, je ne peux pas en fait soutenir une convention avec l'organisme locatif Semcoda, alors qu'il n'a pas répondu favorablement aux demandes des représentations syndicales qui auraient aimé que cette hausse des loyers soit modérée, qu'elle ne soit pas répercutée de la même manière dans les zones où le coût de la vie est déjà très cher. Et voilà, pour moi, si vous voulez, un bailleur social, c'est quand même un bailleur social. Alors, là, on parle des modalités de gestion d'attribution des logements. Et la gestion de flux, alors c'est quelque chose qui est dans certaines, je ne dirais pas le nombre de lois qui sont touchées avec ça. Après, ce que vous me dites, c'est le coût du loyer dans les logements sociaux qui sont encadrés, il faut rappeler, c'est encadré par différentes mesures, y compris par, alors on va parler des PLAI, qui sont les plus bas, des PLUS et des PLS. Il faut rappeler que nous sommes dans la zone A ici. Donc là, la zone, on est zone tendue, mais la plus haute. La demande de certains bailleurs sociaux a été le classement. Donc nous, on était déjà en A, mais d'étaler un peu cette zone sur d'autres secteurs du PGEX, à la demande aussi de l'État, dans un secteur tendu. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la gestion de flux. Le problème qu'on a sur les gestions de flux, c'est globalement sur l'ensemble des bailleurs du PGEX, c'est de faire attention, et vous êtes assez vigilants sur les conditions de garantie d'emprunt. C'est pour ça qu'au niveau de l'agglo, en tout cas moi je l'ai fait, c'est de mettre en place des conventions type. Parce que beaucoup de collectivités ne faisaient pas ces conventions et se faisaient avoir dans les attributions de logements. Le droit des collectivités de pouvoir intervenir sur les 20% qui leur sont attribués. Donc le travail a été fait, en particulier à Ferney, dans ce cadre-là. Aujourd'hui, beaucoup de communes viennent vers nous en disant « mais je n'ai plus rien à dire dans l'attribution des logements ». Nous, on est assez vigilants dans cette affaire-là pour mettre en place des conventions types avec tous les bailleurs. Parce qu'avant, on avait relativement 2 bailleurs sociaux historiques, Dynacité et Semcoda. Maintenant, on en a 16. Et quand vous tombez avec des grosses machines type CDC, etc., Habitat, qui sont des grands nationaux, en face, ils ont une sorte de rouleau compresseur. Et là-dedans, moi, je m'inscris en faux et j'essaie de trouver des solutions pour que la collectivité, en tout cas Ferney-Voltaire, garantisse ses attributions avec des conditions de prêt. Voilà, c'est un peu le travail. Donc la gestion de flux, elle se fait sur un volume pour attribuer des logements. Aujourd'hui, vous l'avez dit, M. Kessler, nous sommes dans un secteur très tendu. La demande de logement a explosé. Je vous l'ai dit l'autre fois du Conseil, on est à 5400 demandes de logements sociaux dans le pays de Gex. Rien que sur Ferney, c'est 1600 demandes. Et aujourd'hui, on a un taux de rotation ridicule. C'est-à-dire que les gens restent dans leur logement. À Ferney, c'est 0,2. Donc, c'est-à-dire 0. Voilà, c'est un des problèmes. Alors, dire aujourd'hui que la demande, elle est grandissante, sauf que si vous regardez ce qui se construit en face, ben, on ne pourra pas répondre avant longtemps à cette demande. Sur les logements sociaux et très sociaux, qui sont les PLAI. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est ben justement cette convention de gestion et des réservations, c'est le mot, en gestion de flux. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Merci, monsieur le maire. Écoutez, j'ai lu la convention. Ça me paraît très intéressant. Elle part d'un bon principe. Mais je suis un peu étonné que de la part d'un bailleur social tel que la Semcoda, il n'y ait aucun détail. Je veux dire, il n'y a aucun détail concernant le stock de logements qu'ils ont, les taux. Je ne vois pas de calcul, je ne vois pas d'explication sur le long terme. Là, c'est juste une convention. Il ne faut même pas un état des lieux de qu'est-ce qu'ils ont, quelle c'est la rotation annuelle, quel est le flux. Parce qu'en fait, ils nous expliquent la formule mathématique, mais sans entrer à l'exemple concret sur leur parcours immobilier à Ferney-Voltaire. Merci. Je veux répondre. J'ai eu le débat avec la personne dont tu portes la procuration pas plus tard qu'hier soir. Et dans l'annexe qu'ils mettent à la fin, ils précisent, alors pas la portée du flux, hein, mais ils précisent qu'il y a quand même 94 logements concernés sur l'ensemble de la commune, la toute dernière page annexe. Après, ils ne disent pas combien sont renouvelés chaque année, ça on n'a pas le tout, mais on a par contre tu peux dire, on a le nombre de logements total de leur parc sur la commune. Voilà, c'est la seule information qu'on a. Et on a une bribe de calcul sur comment est-ce qu'on arrive à 5% de réservation. Mais c'est lacunaire, pas inexistant. Voilà, sur le patrimoine Semcoda à Ferney, pour être clair, il est relativement réduit.
94 logements, ce qui n'est pas le cas de Dynacité, on arrive presque à 1000. Donc c'est pour dire que là, on est sur Peanuts, et le taux de rotation, 0. Voilà, clairement, on en est là. Et actuellement, c'est plutôt une vision gestienne qu'il faudrait avoir, parce que je dirais les 94 logements, et certains ont été vendus, pour vous dire. Et là, on va retrouver, y compris dans le futur, on verra bien ce qui se passera sur les logements SEMCODA. Pour l'instant, SEMCODA n'est pas un acteur social très important sur notre ville. La personne qui vous accompagne lors des votes doit le savoir. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Ah, ça, oh là! Non, ça marche pas. Non. Tu fais, parce que moi, j'y vois rien. Convention, flux. On va gagner du temps. Alors, pour 18, contre 3. Ah, c'est pas tout voté encore? Ah, ça revient parce que je... Ah. Vous sortez, monsieur Lacombe. Vous sortez si vous voulez. Non, non, parce qu'il faut sortir et puis après vous... Enfin, vous faites ce que vous voulez dans votre... non, mais vous votez ce que vous voulez dans votre groupe, mais faut fermer votre... Très bien, je vous remercie. Très bien, c'est à moi. Comme chaque année, on va revenir sur le congrès des maires et des présidents d'Interco, avec c'est le 106e congrès, qui va se tenir du 19 au 21 novembre à Paris. Nous avons, je dirais, une enveloppe de budget très limitée. Pour ça que je vous proposerai, beaucoup de demandes me sont arrivées, on n'a pas pu y répondre, bien entendu. Rappelez que lors de ce déplacement, seul le transport et l'hébergement sera pris en compte. Aucun autre frais ne sera remboursé. Donc ce soir, il vous est proposé d'accorder un mandat spécial à moi-même, ainsi qu'à 2 adjoints, Mme Punal et M. Lee, pour ce déplacement lors du Congrès des maires, je dirais dans les conditions que j'ai annoncées. La loi 3DS permettrait, pour l'instant, de pouvoir passer autrement, c'est-à-dire que de faire un mandat, de donner un mandat. Pour l'instant, je n'ai pas ce mandat, je passe devant vous aujourd'hui pour cette délibération. Ça serait plus facile pour beaucoup de choses. Pour l'instant, voilà où nous en sommes. Je répète aujourd'hui que, à part le logement, enfin, et le déplacement, rien d'autre ne sera pris en compte dans cette affaire. Donc, je donne la parole à l'Assemblée. Madame Magny. Vous avez parlé d'un budget. Hop, non, c'était allumé. Vous avez parlé d'un budget assez compliqué pour ne pas emmener tout le monde. Mais du coup, vous partez à 3, c'est ça? Tout à fait. Et donc 3 de la majorité. Tout à fait. Voilà, donc délibérément, ça ne sert à rien qu'on vote, quoi. Vous votez Concrètement.
Vous votez ce que vous voulez, madame. Non, mais Mani. concrètement, Vous avez le droit puisque de nous, on voter n'a comme pas le vous droit d'y participer, on n'a pas le droit même de voter. Donc, en fait, C'est pas une obligation. c'est la monarchie absolue, quoi. C'est ça. Très Très bien. bien. On est bien en démocratie. Dictature, oui, oui, évidemment. Évidemment. Très bien. Et vous allez alors encore dans un hôtel, un palace, c'est quoi où vous allez aller? Parce qu'il y a... Continuez, madame Mani, comme ça. Mais je vous pose des questions, monsieur le maire. Je suis en droit de vous les poser. Ben oui, mais j'ai le droit de vous répondre. Et Continuez ben voilà, comme ça. bah, répondez-moi concrètement. Vous allez dans un 4 Mais étoiles, je un réponds 2, ce que j'ai envie un de vous 3. répondre, madame Mani. Ben, excusez-moi, je vous pose une question. Ben, moi, je vous réponds comme ça. Et ben donc donc vous avez déjà avoué que vous allez dans un palace. Monsieur Vinet, Oui, bonsoir à toutes et tous. Je vais juste dire, je m'abstiendrai sur cette délibération-là. Moi, alors, je ne connais pas les questions de budget, etc., donc je ne vais pas les discuter. C'est juste, notamment à l'aune des récentes élections et des résultats à Ferney, je trouve que c'est un peu dommage qu'on ait 3 représentants de la majorité de 2020 pour la question de la représentativité. Et après, voilà, hein, ce n'est pas une décision qui m'appartient et c'est pour ça que je m'abstiens. je remercie. Très bien. On va passer au vote. Monsieur Landreau. Oui, merci. Sur cette question, bien sûr, il y a de quoi dire, il y a même de quoi pleurer. Dire qu'il n'y a pas de budget ou d'enveloppe, c'est une volonté. À partir du moment où on ne met pas la volonté, forcément, il n'y a pas d'argent, il n'y a même pas du tout. Ce qui est regrettable, c'est de constater, donc les arguments que vous avancez ne sont pas valables. Pourquoi ? Ben, écoutez, c'était exceptionnellement l'année dernière que vous avez pris en compte des demandes, alors que précédemment, dès le début de la mandature, en 2020, c'est toujours en bonne organisation que vous vous déplacez, sans tenir compte qu'il y a aussi des oppositions et que les oppositions ont aussi le droit de regard sur l'activité communale, municipale, hors de ce contexte-là. Donc, je considère avoir des arguments en disant il n'y a pas d'enveloppe, mais c'est que vous ne voulez pas mettre d'enveloppe, c'est tout. Vous gardez l'enveloppe pour vous. Il n'y a pas à chercher midi et 14 heures. Si vous me permettez, je ferai une petite parenthèse pour marquer la délicatesse avec laquelle vous traitez les individus, et en particulier l'opposition. J'étais choqué de voir que l'année dernière, lorsque pour la première fois, vous m'avez retenu, vous m'avez mis en seconde. J'étais le seul à voyager en seconde, alors que vous voyagez en première avec vos collègues, vos éminents collègues. Pourquoi pas ? J'observe une multitude de choses. Vous êtes parti la veille pour être à l'heure le lendemain. Moi, vous m'avez fait partir à 6 heures du matin pour rater toute la matinée, et notamment les interventions. Bien sûr, Madame Mani était également du voyage. En deuxième classe et également. donc, nous sommes deux, parce que nous sommes peut-être dans l'opposition. Vous pouvez vous justifier. Bien sûr, vous donnerez à Monsieur Étienne, comment dirais-je, à votre éminent spécialiste des réponses, puisque lui, il a la capacité intellectuelle de pouvoir parler de n'importe quoi sans même connaître le sujet. Alors, mais si vous voulez, c'est tout de même regrettable de voir qu'à l'heure actuelle, en fin de mandature, vous resserrez les boulons peut-être, mais que vous ne puissiez pas, comment dirais-je, octroyer et retenir un part d'opposition pour ce voyage, c'est malheureux. Je tiens à préciser par ailleurs que le voyage étant du 18 au 21, c'est comme la dernière fois. Vous donnez une date, mais vous partez la veille. Donc, conclusion, vous êtes hors sujet déjà par rapport au vote que vous donnez. Mais peu importe, j'aimerais que vous reteniez le fait que l'opposition a aussi le droit d'exister. Et c'est malheureux de voir que vous ne retenez pas d'enveloppe en ce qui la concerne. Voilà, je tiens à préciser pour terminer que vous m'avez dit, avec élégance, faites-moi un courrier. J'apprends par la délibération la réponse au courrier. Merci. Bien. Vous avez compris. On s'est compris.
M. Landreau, comme d'autres, tout au long de ces 10 ans, vous avez cherché souvent dans les comptes, en particulier sur les frais du maire, vous savez, où là, vous avez même déclaré que j'allais m'acheter des costumes. Oui. Alors aujourd'hui, non, mais je suis très calme. Alors, je n'ai même pas acheté de costume. Vous voyez, peut-être un Premier ministre l'a fait. Aujourd'hui, ce n'est pas des costumes que vous faites, c'est que vous me taillez une veste. C'est un peu différent. Donc, sur ces sujets-là, Monsieur Landreau, je vais donner la parole. Non. Il y en a qui m'ont dit qu'avec les idiots qui ne changeaient pas d'avis. Dans cette affaire, je vous ai reçu dans mon bureau, on en a parlé, comme M. Lacombe, j'ai expliqué la difficulté qu'on avait de resserrer un certain nombre de choses, et je le fais. À ce jour, les frais du maire, zéro, tout le temps, depuis 10 ans, zéro. J'ai jamais pris un sou dans la caisse. Eh oui, ça vous choque peut-être, mais pour moi, non. Je paye toujours ce que j'ai à payer. Point. Je ne sais pas, je vais me justifier devant Mme Mani ou d'autres. Là-dessus, voilà, clairement, on a parlé d'un certain nombre de choses. Je regrette ça. Les moyens qui sont mis à disposition, on a réduit beaucoup de choses et on continuera à en réduire. Les budgets qui seront présentés et tiennent les cordons de la bourse, ils sont durs actuellement. Mais là, c'est un vote. Vous êtes libre de voter ce que vous voulez, bien entendu. C'est le vote souverain du conseil municipal qui décidera ce soir, je dirais, de notre aller à Paris ou pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Bientôt, ne voyez pas chez moi le moins de mépris pour la minorité. Et y compris des minorités ouvertes et des minorités cachées. Parce qu'il y a des minorités ouvertes et des minorités cachées. C'est nouveau. C'est extraordinaire de faire cette différence qui ne veut rien dire et qui dit beaucoup de choses en même temps. La langue française, c'est riche, vous savez très bien. Madame Mani, vous avez la parole. Vous venez de dire que vous aviez zéro dans les frais. Ma question est la suivante. Pour ce déplacement, c'est vous qui allez financer? Non, je vous rappelle il y a une ligne budgétaire. Je sais oui. que vous êtes... Pourtant, vous allez y aller, là. Non, Madame Mani. Non, mais excusez-moi, ou alors je suis mongolienne, ou alors je suis retardée. Vous dites vous avez zéro en frais de maire, et là, vous allez sous les frais de quoi? Non, alors, pour rappeler, un budget communal... C'est vrai, ça fait quelques années que vous êtes ici. Mais oui. Sauf que pour moi, ça revient du pareil au même, c'est du budget municipal. Sauf que dans les budgets municipaux, il y a des lignes. Et il y a une ligne frais particuliers. Et là, c'est un budget particulier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me présente devant vous pour demander votre avis. Monsieur Kessler. Bon. Moi, j'apprends que... j'avoue que j'ai un petit peu désarçonné parce que j'apprends qu'on fait voyager l'opposition en seconde classe et la majorité en première. Je ne vois pas ce que ça change à l'efficacité de la majorité d'ailleurs. Et ce que je trouve de dommage, en fait, c'est pour l'intérêt municipal. C'est-à-dire que quand les élus vont au congrès des maires, ça leur permet de prendre des informations sur des projets de la municipalité. Madame Mani, quand elle y est allée, a beaucoup travaillé sur les questions de profession de la santé. Oui. Pour moi, ça a permis d'enrichir le débat municipal. Je trouve dommage, si vous voulez, effectivement une question de représentativité, de manière aussi dont on traite les oppositions. Et moi, je trouve cette délibération très malheureuse parce que c'est un peu méprisant à l'égard des oppositions, comme si finalement, effectivement, on les comptait pour rien dans le travail municipal. Très bien. Je crois qu'on faudra peut-être rappeler, pour beaucoup, quand nous réservons un certain nombre de choses, parce que pour aller à Paris, il faut réserver, y compris des billets de train bien en avance, donc on sélectionne, on a des prix, et après c'est beaucoup plus cher. Donc on ne va pas discuter là-dessus, mais à chaque fois, on fait attention à ce qu'on fait aussi. Monsieur Landreau, vous avez encore la parole. Oui, juste pour dire, et ce serait en votre honneur, que le congrès a lieu au mois de novembre et qu'il y a encore la possibilité, lors du prochain conseil municipal de début novembre, de délibérer sur la possibilité de deux personnes de l'opposition pouvant se rendre à Paris. Ça vous honorera, parce que, permettez-moi de vous dire, je vous ai fait la demande
je n'ai pas reçu de réponse, si ce n'est par la délibération de ce soir, mais tout de même, quand je vous entends dire qu'il n'y a pas d'argent, je vous crois. Mais tout de même, lorsque vous votez la protection fonctionnelle, et pour dépenser de l'argent qui n'a servi à rien et que vous avez jeté par la fenêtre, d'accord, je trouve dire aujourd'hui, après avoir jeté par la fenêtre pour me poursuivre, où ça, finalement ça n'a rien donné, ça n'a même pas été audiencé, avec des avocats venant de Paris, en plus, j'avoue que c'est énorme de me dire à moi et à cette Assemblée, cette collégialité, de dire non, il n'y a pas d'argent pour vous. Je vois que vous avez engagé d'autres procédures contre d'autres élus ou contre une autre élue. Je trouve malheureux qu'au lendemain d'élections, vous engagez une procédure rapide en référé, comme si ça avait une urgence extraordinaire, ça mettait en péril la demeure. Or, si on peut discuter de cela, ben, il faudrait aussi que d'autres personnes qui ne sont pas venues au bureau, tenir le bureau de vote, qui soient dans le même sac dans ces cas-là. Parce que ce que vous faites, c'est de la ségrégation entre les élus de la majorité et ceux de l'opposition, et vous le montrez encore ce soir. Très bien. On va pouvoir passer au vote. Monsieur Landreau, vous n'avez pas la parole. Non, monsieur Landreau. Très bien. Pour 20, contre 3, 4 abstentions. Je vous remercie. On passe à une nouvelle convention relative au dépôt des déchets. C'est encore toi, Étienne. Oui, alors, nous sommes sur un sujet qui pourrait paraître en marge du problème fondamental des déchets, mais qui ne l'est pas totalement, et qui concerne le ramassage que la commune effectue. Et quand on dit la commune, on parle d'agents communaux qui, alors que ce n'est pas leur travail, font le travail des boueurs quotidiennement, et je tiens quand même à les saluer pour leur abnégation. Et donc ce travail est l'objet d'une compensation que l'agglomération nous verse. Compensation qui est loin d'être au niveau des dépenses réelles que la commune engage. Cependant, grâce au travail de fond de Christian, que je salue, ici, il y a eu des avancées et nous arrivons à une nouvelle convention qui prend mieux en compte, sans être encore exact, les dépenses engendrées par la commune. Donc vous avez un tableau en annexe qui est la définition modalité calcul, qui vous montre dans la dernière page que nous passons dans l'ancien système d'une compensation à 13 000 € annuels à une compensation à 36 000 et des poussières, 36 974 € annuels, ce qui ne recouvre globalement qu'à peu près la moitié des dépenses qu'on a estimées de notre côté, mais qui est quand même un grand pas en avant. Et je pense que ça montre aussi qu'il y a une prise de conscience progressive de l'agglomération. On pourrait penser qu'après 10 ans, elle aurait été plus rapide, mais bon, on en est là. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que je vous demanderai de bien vouloir voter l'approbation de cette convention qui va nous permettre d'être mieux indemnisés pour le travail que nous faisons pour pallier au dysfonctionnement de la collecte de déchets organisée par l'agglomération. Je vous remercie. Merci, Étienne. Rémi ? Oui, merci. Moi, je me réjouis de ça, évidemment. Je pense que c'est très bien. Et je crois qu'il me semble qu'on en avait discuté dans la commission ensemble déjà.
Je pense que ce serait intéressant qu'on ait les retours de ce qui s'est passé dans le conseil communautaire à Gex, quand il y aura discussion ou en commission là-bas, sur le point de l'usure des véhicules, etc., qui n'est pas du tout pris en compte pour le moment dans le calcul. Parce que c'est vrai que, bon, là, je crois que c'est 36 000, c'est ça, euros qui sont... Et comme tu le disais, Étienne, c'est peut-être le double qu'il faudrait rembourser au total si on prenait l'amortissement du capital, etc. Et voilà, je pense que c'est une discussion qui serait intéressant de bien mettre sur la table et que, voilà, en tant que Fernésien, on soit bien conscient du problème et de l'ampleur de ce problème. En tout cas, je me réjouis et je remercie Christian pour son travail au niveau de l'agglomération là-dessus. Moi, je te rejoins totalement. Je vais voter cette délibération parce que, mais quelque part, c'est aussi l'aveu d'une défaillance. Parce qu'on a transféré une compétence et cette compétence n'est pas assurée correctement. Donc aujourd'hui, on ramasse des poubelles, on ramasse ce qui est, par une DSP, ce qui est un peu à côté des poubelles, puis tout ce qui est à plus d'1 mètre ou quelque chose, c'est la ville. Donc on voit bien que ce système, pour moi, n'est pas au point. Je le dis, je l'ai toujours dit, je l'ai encore redit à l'agglomération. Donc aujourd'hui, ce défaut, nous, on fait une prestation qui est rémunérée à hauteur. Bien entendu, derrière, c'est des véhicules, c'est des hommes. Moi, je m'inquiète surtout pour les hommes parce que derrière, faire éboueur, c'est un métier et c'est faire autre chose. Donc, on fait vraiment attention à nos gars, mais ça ne me va pas et je ne souhaite pas que ça perdure. Tout ça, c'est quelque chose qui doit être rectifié par l'agglomération. Pour l'instant, on pallie à un problème. Mais en tout cas, ma volonté, j'imagine celle de Christian et de notre équipe, c'est d'arrêter ça, parce que ce n'est pas notre travail. Mais aujourd'hui, bien entendu, on a cette rémunération pour une prestation qui compense ce qu'elle est. Il faut rappeler qu'on est monté au créneau aussi, Christian, je remercie fortement l'agglomération, pour revenir à... Il faut rappeler en heures, je ne sais pas combien ça représente d'heures, c'est quand même considérable. Mais derrière, c'est 1 ou 2 véhicules qui, tous les jours, tournent dans notre ville. Et pendant que nos agents font ça, ils ne font pas autre chose. Et ça m'énerve aussi au plus haut point. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il y a M. Kessler, il y a après M. Lacombe et M. Landron. M. Kessler. Oui, je prends la parole pour expliquer une différence de vote entre M. Cros et moi-même sur le sujet. Alors même que nous partageons des positions similaires sur la situation. Donc, M. Cros m'a signifié sa volonté de voter la délibération en grande partie parce que cette délibération va dans un sens positif, d'après lui, de finalement participation financière de la communauté d'agglomération envers la commune, ce qui est en réalité normal, donc, ce qui est convenable pour un bon équilibre financier. Bon. Et que donc il voterait cette délibération. Moi, si vous voulez, cette délibération, c'est quand même un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que on a une convention donc avec Suez pour le ramassage des déchets ménagers, qui à mon avis n'est pas bonne. Donc en fait, elle doit être entièrement repensée. Elle doit être entièrement réécrite. D'ailleurs en s'appuyant sur l'expérience qu'ont fait les habitants du désastre qu'on vit en matière de gestion des ordures ménagères, et en faisant en sorte que la rentabilité de la dite convention ne soit pas qu'en faveur de Suez. On sait que malheureusement ce type de système a été imposé un peu systématiquement en France, plutôt en regardant les compteurs économiques de Suez que ceux des collectivités. Souvent, ça a impliqué des éloignements des points de dépôt par rapport aux immeubles, très dommageable pour les personnes en situation de handicap ou en situation de mobilité réduite. Il n'y a pas eu, on a été un territoire un petit peu cobaye, laboratoire, sans aucun égard de la part du prestataire. Qui s'occupe des déchets ménagers, mais comme c'est pas lui qui s'occupe par ailleurs de ce qui est le tri, il s'en fiche un petit peu. Quand il passe pour relever les poubelles,
S'il y a des poubelles à côté, comme ça ne fait pas partie de la convention que de les relever, il les laisse par terre, voire il les écarte et donc les étale pour pouvoir accéder aux conteneurs. Si. Et donc on a des poubelles qui sont étalées au sol, notamment au niveau de l'impasse de Louille, c'est constant. Résultat, on a une prolifération de rats en fait dans la commune. Donc c'est insalubre en vérité, et les gens s'en rendent compte. Alors tout ça pour dire que moi, à titre personnel, j'ai décidé d'engager une procédure judiciaire contre le prestataire et la communauté d'agglomération. Donc je ne voterai pas à cette délibération. Ce serait une manière indirecte de cautionner, on pourrait s'en servir contre moi, le système actuel. Je ne le cautionne absolument pas, je pense que c'est un désastre. Et quand on paye une taxe sur les ordures ménagères, on a quand même le droit à un service qui correspond à ce qu'on paye. Et là, c'est absolument pas le cas. Voilà. Monsieur Landreau. Oui, merci. Pour revenir sur ce rapport numéro 6, il est tout de même surprenant de voir des conventions qui se succèdent à des conventions alors que le problème n'est pas posé et n'a pas été cherché à être résolu. Pourquoi ? Il est clair, lorsque on traverse la ville, de voir les poubelles qui débordent de partout. Quand les poubelles débordent de partout, forcément, les ordures cheminent. Faire une convention, c'est très bien, mais une de plus. Il serait temps peut-être de se dire, vu le nombre de constructions, vu le nombre d'appartements, est-ce que les poubelles qui ont été posées là, il y a X années en arrière, correspondent au volume de déchets des gens qui habitent désormais à Ferney-Voltaire. Il y a un problème. Alors, je vois des gens qui arrivent devant les poubelles, qui veulent jeter, les poubelles sont pleines, ils les mettent à côté. Conclusion, ça chemine, les poubelles s'en vont, il y a un peu de vent, nous sommes bientôt en automne, tout, eh bien, ça s'emporte comme des feuilles mortes. On ne va pas rentrer dans la chanson, mais tout de même, il y a une faille quelque part. Quand va-t-on prendre à bras le corps cette question ? Alors, en parallèle à cette question, et pour terminer, il y a le problème, et ce qui vous m'avez beaucoup amusé lors des 2 réunions de quartier, en disant, vous savez, mesdames et messieurs, puisque vous prétendez qu'il faut maintenant les immeubles doivent se fermer par des portails parce qu'il y a des nouveaux stationnements, etc. Bon, moi je constate quoi ? Que l'étude n'a pas été faite entre le nombre de voitures qui stationnent ou pas. Qu'est-ce que vous avez prétendu ? Que le jour du marché, on met 125 €. Vous voulez favoriser le développement du marché ou mettre 125 € aux gens qui se garent mal ? Il y a une question qui se pose là. Il faut savoir où on va. Autre chose, toutes ces voitures, c'est très bien. On s'enferme, d'accord, pour que les gens ne stationnent pas. Mais ils vont aller où ? Monsieur Landreau, pour terminer, on parle d'ordures ménagères. Oui, ça fait partie aussi du lot. Ça vous gêne d'avoir dit aux gens, vous avez le droit de venir chercher, de faire venir une dépanneuse pour enlever, la voiture qui est au bas de chez vous, qui n'appartient pas à l'immeuble. Il y a maintenant, une zone où on peut les déposer. Mais si c'est vrai, ce qui est faux d'ailleurs, mais si c'est vrai, d'accord ? Parce que je ne vois pas quel syndic va faire venir, une dépanneuse pour enlever un véhicule qui ne lui appartient pas dans une propriété privée. Bon, mais ça, c'est un autre détail. Mais j'observe quoi ? J'observe que même la ville, qui donne des conseils maladroits à des gens, laisse des voitures pourrir, brûler sur les chemins du côté d'Édouard Leclerc. Alors, je trouve ça, et ça depuis combien de mois ? Alors, vous allez me dire, mais, monsieur Landreau, vous comprenez, je suis maire de Ferney, j'habite pas Ferney, ou à côté, ou je sais pas où, peu importe, ça me regarde pas, donc je vois pas tout ce qui se passe. Alors, je vous informe qu'il y a des voitures qui traînent, qui sont brûlées, des carcasses, et soi-disant... Bon, est-ce qu'on va revenir aux ordures ménagères ? Eh bien, ça fait partie des ordures, des déchets. Excusez-moi, mais il faut les voir au sens large du terme et ne pas être retréci sur une petite poubelle. Alors, clairement, monsieur Landreau,
je paye des impôts à Ferney-Voltaire, j'habite à Ferney-Voltaire, et je fais ce que j'ai envie de ma vie. Alors, je sais que vous cherchez des poux, on rentre en campagne municipale. Vous démarrez tôt quand même, là, faites attention. Parce que quand on cherche, quand on brasse certaines choses, ça peut sentir très bon, très fort. Faites attention. Bon, sur ces sujets-là, les poubelles. Les poubelles, Ferney-Voltaire va devenir un site. Non, pas du tout. On a pilote, parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'explication. Sur les poubelles, il y a deux problèmes que nous rencontrons. La cohabitation des bacs à roulettes et des bacs, les containers. Tout ça, ça a été mal préparé et on l'a dit à plusieurs reprises. Deuxièmement, vous dites qu'il n'y a pas assez de poubelles. C'est faux. Le problème, c'est que souvent, les gens mettent dans les poubelles un certain nombre de cartons qui bloquent, ce qui empêche les autres de déposer. Quand les poubelles sont pleines, il y a des systèmes automatiques pour dire le conteneur est plein et les véhicules viennent. Après, sur le problème qu'on rencontre dans les milieux très urbains comme les nôtres, dès qu'une poubelle se met en place, ou une poubelle, les autres arrivent en courant derrière. Gex, j'en avais parlé l'autre fois, a mis en place un système de caméras avec une verbalisation accrue. Alors ça, c'est le bâton. Et après, on essaye de résoudre, nous, localement, d'autres systèmes. Si je prends l'impasse de Louille ou d'autres choses, là aussi, on a des containers qui débordent tout le temps, mais vous retrouvez ça dans toutes les rues de Ferney-Voltaire. Premièrement, on se pose la question, est-ce que les gens ont tous des badges? Non. Est-ce que les gens déposent au moins une fois par mois ou deux fois? Non. Donc il y a un contrôle à faire aussi de la part de l'agglomération sur des gens qui ne posent aucune poubelle par année. Ça veut dire qu'ils les mettent ailleurs. Ou qui ne vont jamais à la déchetterie, ou autre chose. Donc ça, on a demandé. Après, il y a tous les syndics d'immeubles. Quand quelqu'un rentre dans les nouveaux immeubles, là aussi, ils ont un travail à faire. Il faut que quand les gens rentrent dans leur appartement, le badge leur soit donné et les explications leur soient données. Ce n'est pas fait. Donc tout ça, on l'a redit, on le redit encore. On va essayer de revenir au tantième, c'est-à-dire ce qu'on faisait avant, tout simplement, ce qui marchait bien. C'est-à-dire qu'on avait une taxe foncière, on avait une taxe d'ordures ménagères, et le propriétaire répartissait. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place à Ferney-Voltaire. On l'a demandé, on l'a redit, en disant on peut faire des zones typiques avec des zones à ordures ménagères dédiées à un immeuble où les propriétaires ou locataires d'immeubles viennent badger et c'est remis dans les tantièmes. La collectivité, l'agglo, a accepté de rentrer dans ce système. Voilà, on essaye de trouver des solutions. On n'est pas les bras ballants. Après, dans toute la ville, moi j'ai souhaité qu'on remette les sites d'ordures ménagères sur les zones privées, de façon à ce que les collectifs puissent gérer leurs zones. On peut pas, c'est pas partout. On a parfois tiré trop vite. On a des zones, je sais que les gens en souffrent, rue de Versoix, où on est sur le domaine public, avec toutes les dérives que vous avez dit. Toutes les dérives. Donc, là aussi, mais je dis quand on transfère une compétence, on doit l'assumer quand on transfère une compétence. Aujourd'hui, la ville de Ferney-Voltaire ne s'occupe pas des égouts, ni de l'eau potable. La régie le fait très bien. Donc, moi, ce que je demande, en tout cas, au système d'ordures ménagères du PGEX, de le faire aussi bien que les autres. Ce n'est pas le cas actuellement, ce n'est pas le cas. Avec toute notre équipe, on essaye de convaincre. On a des réunions, y compris avec la SPL, en disant, regardez ce qui se passe ici, on ne va pas reproduire un système qui ne fonctionne pas dans un nouveau quartier. Là aussi, on travaille. Donc voilà, on est plutôt dans ce système, dans cette pensée-là, et on est à l'écoute de toutes les bonnes idées. Sur ce que vous me dites sur les voitures brûlées, à Ferney-Voltaire, on a eu différentes voitures brûlées. Dans le cas de Leclerc, les voitures ne sont pas sur le domaine public. Non. Non. Alors, il n'y a que les Prégins et on a souvent des voitures brûlées dans le secteur, pour une raison qu'on connaît bien. Il y a des voitures qu'on se débarrasse. Donc, on a d'autres voitures qui sont en état d'épave. Là aussi, on trouve des solutions. Quand vous me dites que les syndics ne peuvent pas évacuer les voitures, si, ils peuvent.
Dans le cadre de convention avec la collectivité, ce qu'on fait nous, il y a une demande. On a une fourrière maintenant à Cessy. On va peut-être prendre aussi une autre action avec une fourrière à Collonges pour avoir plus de débit, et on le fait. Quant au stationnement gênant, si, monsieur Landreau, vous êtes d'accord de ne pas mettre des PV sur les gens qui se garent sur des stationnements pour handicapés, c'est pas mon compte. Quand on nous dit, comme j'ai vu là, c'est une exception, on peut même pas, lors de l'action de dimanche, on avait des voitures sur la piste cyclable, des montagnes. Tous les samedis, on met des prunes à 135, 125 euros. Pour autant, je me suis arrêté 2-3 fois pour dire aux gens, garez pas là, mais ça va coûter cher. Ils se garent quand même. Notre police fait son travail. Alors, attendez, il y a des parkings à Ferney. Sauf que beaucoup ne veulent pas se garer. Oui, monsieur Landreau. Il y a des parkings à Ferney, mais on n'est pas non plus. Faut rappeler que moi, on n'est pas prêt à faire des places de 1000 stationnements. C'est pas le cas actuellement. On n'a pas la place. Donc, les habitudes qui étaient faites dans Ferney, elles doivent changer. Moi, j'ai à Pissy, j'ai pas mal de gens en me disant, ils prennent des photos, me disent, regardez ce qui se passe sur cette rue-là. Et ils ont raison. Donc, à plein d'endroits. On aura le même problème avenue de Genève, rue de Versoix ou ailleurs. Donc, on fait un travail aussi. Si je prends un exemple, le conservatoire, on vient de faire des travaux conséquents. C'est presque 700 000 euros de travaux au conservatoire pour aménager la place, pour faire des zones où on peut stationner, où on peut ramasser les poubelles, où tout le monde peut fonctionner. Allez-y ce soir. Vous verrez la gabegie. Donc là aussi, à un moment donné, il va falloir prendre le bâton pour vous expliquer. J'ai demandé à la police municipale de mettre des étiquettes. Attendez, on vous avertit que bientôt vous allez être sanctionné. On essaye, ça fait 15 jours qu'on le fait. On va faire presque un mois. Et après, on va frapper. Parce que déjà, les gens se garent n'importe où. Sur les stationnements pour handicapés, sur les passages, surtout sur les pistes cyclables. Là aussi, c'est un problème de civisme. Et pour les poubelles, je reviens aux poubelles, là aussi, c'est un problème de civisme. Les gens qui ne batchent pas de l'année, il y a un problème. Il y a un problème. Ils n'avalent pas les ordures. Donc, à un moment donné, là aussi, l'agglo doit faire son travail dans ce cadre-là. Mais on fait, nous, on est force de proposition au niveau de l'agglomération. Monsieur Lacombe, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Moi, je tiens surtout à féliciter les efforts de la commune concernant le ramassage des ordures. Je sais, Christian, que c'est un travail ardu, parce qu'il faut se battre contre l'agglo qui était réticente au début. Donc, c'est déjà une bonne étape au niveau des remboursements. J'espère qu'à l'avenir, on sera amené à percevoir le double, parce que c'est ce qu'on avait estimé en commission. On est tous d'accord qu'ici, les poubelles, c'est un problème récurrent à Ferney-Voltaire. Ça a été un argument de campagne pour beaucoup il y a quelques années. Moi, je ne sais pas, Jean-Loup se plaint de New York, mais pour moi, quand je passe dans son quartier, je vois les poubelles en bas et puis les intellos en haut, ça me rappelle le East Village. Donc, content d'avoir un peu été suivi de ma vie new-yorkaise que tu as envie d'entendre. Ce que j'aimerais dire surtout, monsieur le maire, c'est que, outre le côté ramassage des ordures, il faut peut-être aussi mettre l'emphase sur la partie communication. Je pense qu'il faudrait faire une campagne de communication, du boitage, dans plusieurs langues, parce que moi, je vois souvent quelques personnes qui sont ici à titre temporaire à Ferney-Voltaire, qui sont complètement paumés, qui ne savent pas quoi faire, ils déambulent avec leur sac. Donc, ravi de vous aider à rédiger quelque chose. C'est souvent les personnes qui sont ici en Airbnb ou autres, et je les vois déambuler dans la rue, ils ne savent pas quoi faire. J'en explique, et finalement, comme ils n'ont ni badge, ni rien, boum, ils le laissent par terre. Ça, c'est un problème récurrent. Une campagne d'information dans les bus, de l'affichage public, autres, dans plusieurs langues, je pense que ça pourrait résoudre pas mal de choses. Et ça aussi, c'est à voir, c'est que les propriétaires des logements. Ils devraient s'assurer qu'ils laissent des clés ou des consignes dans plusieurs langues à leurs allocataires, parce que ça fait partie du deal. Merci beaucoup. Alors, à notre demande, la communication, c'est la demande de Ferney, que la communication de l'agglo est faite en langue anglaise actuellement. Donc voilà, on a fait notre travail. Alors, on parle Airbnb, par exemple. Là aussi, il y a un vrai problème. Il y en a beaucoup à Ferney, énormément. Là aussi, c'est les propriétaires qui sont responsables. Donc, c'est vrai que les gens qui ne comprennent pas, ils ne savent pas où mettre les poubelles et ils n'ont même pas les badges. Vous l'avez dit, là aussi, c'est un travail de l'Office du tourisme et de l'agglomération. Donc, faut rendre à César ce qui est à César. Moi, je veux bien faire toutes les coms. On en a fait, y compris dans les bulletins communaux, on rappelle toujours. Enfin, je le dis, il y a eu quand même transfert de compétences. Moi, je ne me réjouis pas qu'on paye pendant des années cette somme. Je veux que l'agglomération fasse son travail. C'est pas à nous de le faire. Donc moi, je ne me réjouis pas de dire que je vais payer pendant des années cette somme qui va peut-être augmenter, parce que derrière, le travail,
initial de l'agglomération n'est pas fait. C'est ça mon problème. Enfin, j'espère. Monsieur Kastler. Oui, pour être sur le fond du dossier, vous parliez vous disiez que vous étiez preneur d'idées. Moi, d'abord, il y a une chose qui me semble important à mentionner dans les négociations que vous auriez à ce sujet, c'est que d'abord, le système qui a été pensé au départ n'est pas généralisable à l'échelle du territoire. C'est-à-dire qu'on sait que même sur le territoire de la commune, par exemple, il y a certains endroits où les bacs tels qu'ils ont été pensés ne sont pas installables. Et donc, en fait, où le prestataire recule à les installer. Donc, on est sur un double système qui, en fait, n'est pas légitime parce qu'on a un double système de taxes. Il y a des endroits où les personnes sont encore taxées à l'ancienne, des endroits où ils sont taxés nouvellement. Après, il y a autre chose, c'est le fait qu'on est dans un système vu qu'il y a deux prestataires, Civalor et puis le Suez, on a un système où en fait on a un système de malus côté Suez et puis on n'a pas de bonus en face. C'est-à-dire que si les personnes font du tri, il n'y a aucune espèce de compensation par rapport aux déchets jetés. Donc ça me semble aussi assez problématique. Et après, il y a des choses que vous pouvez faire parce que vous avez des droits de police en tant que maire à Ferney, donc vous n'avez même pas à aller en discuter avec M. Dunant. Il y a quand même en France une loi qui oblige les grandes surfaces de plus de 2500 m² à proposer des bacs de tri en sortie de caisse et à assumer le coût du suremballage des produits. J'aimerais, je vous en fais la demande instante, que vous fassiez vérifier par vos services que toutes les grandes surfaces de plus de 2500 m² remplissent bien les critères de la loi dans ce domaine. J'ai d'autres sujets sur lesquels je vais vous entretenir à ce sujet-là, mais dans ce domaine-là, c'est une nécessité. Il faut que, pour moi, le principe de base qui doit être appliqué, qui doit guider notre action en matière de déchets, c'est le principe du pollueur-payeur. Quand on est dans le suremballage, c'est pas sûr que c'est le consommateur, le pollueur. Peut-être la meilleure façon d'éviter ça, c'est de moins produire de déchets. Au départ, c'est ça l'idée actuelle. Alors sur l'idée que les grandes surfaces respectent leurs obligations, donc ça on peut vérifier quand on peut. Il faut rappeler qu'il y a un nouveau système qui va arriver, c'est ce qu'on appelle la collecte des biodéchets. C'est une nouvelle poubelle qui va arriver, c'est un nouveau système. Là, on se pose des questions parce que là, vous voyez, il y a plein de choses en termes de normes qui arrivent. Donc, on sera obligé de mettre dans Ferney-Voltaire des zones de récupération des biodéchets qu'on ne doit plus mettre dans les ordures ménagères normales. Après, ce qu'on peut dire sur Suez et d'autres, on a vu des normes arriver sur le ramassage des poubelles, sur la marche en avant des camions. Donc là aussi, ça a été compliqué. Donc on ne peut plus reculer comme on veut. Il y a à chaque fois, dans le cadre aussi de la protection des salariés, on a vu des incidents et des accidents terribles. Donc quand les camions ramassent les poubelles, il y a quand même des hommes derrière. Et là aussi, il y a eu un vrai travail. Ce qui a compliqué aussi notre travail dans la ville. La ville, elle est complexe. À Ferney-Voltaire, c'est petit. Il y a des rues anciennes où c'est un peu plus complexe, où on ne pourra pas mettre ce qu'on veut. Vous l'avez dit, de mettre des containers très loin, ça pénalise nos anciens pour beaucoup de choses, et on en est conscient, et ça, toute la France le dit, c'est pas tout à fait efficace. Donc comment revenir je dirais, à une meilleure sensibilisation, puis une meilleure pensée globale, c'est un problème national. Je crois qu'on s'est un peu emballé dans ces affaires-là, sans penser aux effets induits. Donc aujourd'hui, moi là-dedans, aujourd'hui c'est simplement pour dire qu'on va récupérer un peu de sous, mais je ne souhaite pas que ça perdure. Monsieur Kastler, vous avez la parole. Et dernier élément d'idée à ajouter dans le pot commun. On avait tenté d'initier en début de mandat l'idée d'une implication régulière dans le World Cleanup Day. Cette année, ça a moins été le cas, de la part de la municipalité en tout cas. Moi, je pense qu'effectivement, on pourrait organiser des moments réguliers, plus réguliers qu'actuellement en tout cas, de sensibilisation de la population, en partenariat par exemple avec des associations comme Zero Waste, qui travaillent sur la non-production de déchets. C'est une proposition que je vous fais. Je pense qu'on a intérêt à développer aussi une culture chez les Fernésiens en matière de production de déchets et d'entretien de l'espace public. Moi, je pense que ce que vous dites est juste.
Quand on demande aux gens d'avoir moins de voitures et puis qu'on met des déchetteries à 5 km, ce n'est pas tout à fait efficace. Je regarde ce qui se passe du côté suisse, où on peut peut-être penser autrement notre ville en termes de récupération, d'encombrants. Tous ces sujets sont sur la table et je pense qu'il y a dans nos têtes il y a plus d'idées et si on peut faire avancer de façon positive la récolte des ordures ménagères mais d'autres déchets dans la ville, bah, tant mieux. Voilà. Merci. On peut passer au vote. On est tout bon. 25 pour. Abstention, c'est bon, c'est noté. Très bien, je vous remercie. On passe cette fois-ci à la modification du statut du SIEA. C'est à Monsieur Ly. Oui, bonsoir. Donc, les deux notes de synthèse sont liées. La première, c'est pour la modification des statuts dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, ce qu'ils appellent le SDIRVE, est nécessaire pour apporter une offre suffisante de possibilités de recharge pour les véhicules électriques sur notre territoire. Le schéma permettra d'uniformiser la démarche de déploiement des infrastructures de recharge des véhicules électriques au niveau départemental et de bénéficier de remises accordées par la société Enedis sur le raccordement des dites bornes de recharge. Le schéma directeur demande de modifier les statuts du SIEA afin de permettre l'intervention du SIEA en tant que prestataire de services dans des domaines plus étendus que ce que permet la rédaction actuelle de l'article 2.7 de son statut. Donc, vous avez lu la note de synthèse, donc je vous propose ce soir d'approuver dans leur intégralité les nouveaux statuts du SIEA et d'autoriser le maire ou l'un de ses adjoints délégués à prendre toutes les dispositions relatives à l'exécution de la présente délibération. Pardon pour les acronymes, mais il y en a beaucoup. Monsieur Casper, vous avez la parole. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'on vote quelque chose au sujet du SIEA, il faut rappeler l'historique quand même de la structure. Il faut rappeler les dettes qui ont été laissées par de précédents mandats, le fait que nous l'assumons tous sur nos factures en termes de... Il y a une taxe SIEA de 5 € annuels sur les impôts locaux pour rembourser la dette qui a été laissée en matière de gestion des réseaux Internet numériques, notamment à cause des différents, enfin c'est peu de le dire, avec Orange, sur la manière dont le territoire a été fibré par des personnes qui visiblement n'avaient pas la compétence pour le faire. Et donc c'est important de rappeler ça, parce que déjà que dans son domaine de compétences, le SIEA a fait preuve d'une certaine incompétence. Alors élargir encore, non mais c'est reconnu par la Chambre régionale des comptes qui a fait un rapport édifiant sur le sujet en s'interrogeant sur la manière dont on pouvait nommer directeur de la structure une personne détentrice d'une licence d'agronomie. Je veux dire, il y a eu des vrais problèmes là-dedans. Donc moi, ce que je pose comme question, c'est étendre encore les compétences d'une structure qui par ailleurs a fait preuve d'incompétence. Ça me semble complètement contradictoire. J'ai pas envie de confier à... j'ai pas la preuve que le SIEA a su prendre acte des échecs précédents et qui fera mieux dans le cadre visiblement des véhicules électriques qu'il ne l'a fait dans le domaine de l'Internet et du numérique. Je veux dire. Clairement, vous avez cité le passif et le passé du SIEA. Pour l'instant, toutes ces agences ou ces publics, il faut rappeler que le SIEA, c'est nous, elles doivent avancer. Il y a plein de choses qui doivent avancer. Alors, je peux comprendre votre recul par rapport à vous, et ça, elles sont légitimes. Pour autant, le SIEA, comme toutes, là, elle doit trouver aussi des nouveaux métiers. Ça change.
Le retard pour nous, et vous l'avez cité, c'est d'abord la fibre dans notre ville, où les gens ne comprennent pas qu'à 50 mètres près, on n'est pas branché. Les réunions publiques nous démontrent à chaque fois. Donc là, le retard initial, ils sont en retard, clairement. On leur demande assez souvent de faire bouger les choses. Normalement, d'ici la fin de l'année, on aura presque résolu un certain nombre de points chauds à Ferney-Voltaire, c'est ça qui m'intéresse. Après, sur les bornes de recharge, là aussi, c'est un problème de puissance. Nos villes vont changer. Nous avons besoin de beaucoup plus d'énergie. Sur Ferney-Voltaire, par exemple, on a tiré plusieurs réseaux importants. Ce n'est pas le tout d'avoir des voitures électriques, il faut les recharger. Et ce n'est pas rien. Donc on doit tout repenser, y compris nos réseaux. Ferney-Voltaire était la première commune à avoir des chargeurs. On est la première commune à mettre en place aussi des véhicules de libre service. Donc là aussi, moi j'ai besoin quand même de partenaires. Le CEA Penetra, il y en a d'autres. Donc on fait attention aussi en termes de clients, parce que c'est parce qu'on regarde les offres qui sont faites de part et d'autre. Donc, mais là c'est chez nous, on essaye de trouver des solutions pour que les prestations arrivent en temps et en heure et avec un prix raisonnable. On le voit sur le photovoltaïque, sur d'autres. Par exemple, moi je suis pour l'auto-consommation. Je suis contre de passer par des intermédiaires, en fin de compte, qui installent, et là derrière, vous ne touchez rien. L'intérêt pour la ville, je pense, je ne sais pas les élus de ce qu'ils penseront, mais c'est plutôt de mettre en place de l'autoconsommation. Le CIA peut nous aider, parfois, pas partout. Il y a d'autres structures dans l'Ain, type SIA, on va dire, il y a ALEC et d'autres, qui viennent aussi dans une sorte de millefeuille, la CMLA, pardon, j'avais oublié celle-là, qui est aussi le SIA, hein. Donc qui pose aussi. Moi, je m'interroge toujours sur tous ces acteurs et la multiplication des acteurs dans le domaine de l'énergie ou dans le domaine. On l'a vu, ça serait bien parfois qu'on nettoie un petit peu tout ça pour avoir des acteurs globaux, compétents, on l'avait dit, compétences, pour que aussi bien les collectivités que les privés soient bien, je dirais, renseignés sur le futur. Et clairement, je l'ai dit, sur les réseaux électriques, sur beaucoup de choses, là aussi, il y a vraiment du ménage à faire et on doit aussi s'adapter. Donc le SIA doit s'adapter. Vous avez demandé la parole, M. Kessler ? Oui, parce que en vérité, le problème aussi derrière tout ça, c'est que le SIEA, c'est une structure qui a des objectifs économiques, mais qui a aussi une gestion politique. Et on sait très bien que cette gestion politique, elle s'inscrit dans des stratégies d'élus. Parce que avoir le soutien de tel ou tel maire à telle ou telle occasion, ou telle élection, ça peut éventuellement faire une carrière. Donc moi, ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, il faudrait savoir qui fait quoi. Le SIEA, il faut qu'il s'occupe de développer les réseaux qu'il a déjà en charge. Il a des difficultés quand même à le faire. Donc rajouter encore, vous dites, moi je suis pour la simplification, et là vous proposez de rajouter une couche. Peut-être vous répondre initialement, c'est vrai que le SIEA s'est étendu dans l'Ain de façon assez anarchique. On a voulu donner à des petites zones, des petites communes, l'accès à la fibre, au détriment parfois de zones beaucoup plus peuplées. Ce schéma, il n'a pas été cohérent dès le départ, et on a vu un développement de toutes parts, ce qui a amené aux difficultés qu'on a connues. On a aussi, avec le SIEA, un défaut de qualité de fibre. La fibre initiale n'est plus la bonne. Là aussi, c'était un problème d'anticipation. Alors moi, je ne suis pas sénateur. Hein. Je ne suis pas sénateur. Alors, ce qui a été fait a été fait. Pour l'instant, oui, la facture a été douloureuse. Moi, je crois, alors ça, c'est le passé. Maintenant, à nous de voir l'avenir. Moi, je sais que Walter Martin, qui est quelqu'un que j'estime et quelqu'un de bien au SIA, il a essayé de redresser la boutique. Il essaye aussi, par un schéma directeur beaucoup plus précis sur le déploiement de la fibre, d'être beaucoup plus efficace. Le problème qu'il rencontre, comme beaucoup d'entreprises, c'est au niveau maintenant de l'humain, des personnels et des entreprises. Et ça, c'est un vrai sujet pour l'ensemble des métiers dans l'Ain. Voilà.
M. Kessler encore sur la fibre. Donc je vous souhaite bonne chance pour les élections sénatoriales, c'est ça que... Non, j'ai dit que je n'étais pas sénateur. Tout le monde a sa chance. C'est pour les élections sénatoriales, M. Landreau? Non, c'est simplement Dites-moi, parce que hein. j'ai la mémoire défaillante. Qui est le représentant des élus de Ferney-Voltaire au CIEA? 3. Et le maire n'en fait pas partie. Non, mais ça, je sais que vous vous défaussez sur les autres en permanence. Le problème n'est pas là. Mais simplement parce que... Ben écoutez, moi, vous savez, je passe ma vie dans les palaces. Chacun Donc, a ses je peux goûts. pas. Chacun a ses goûts. Voilà. Si vous avez les goûts des palaces... On modifie Et les des statuts, corps hein, gueule. donc vous verrez, là-dedans, tout va bien. Tout va bien, M. Landreau. Ça va bien Non, se dans les passer. palaces, c'est juste quand la commune paye. Et donc, si j'ai posé cette question-là, c'est pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent de ce rapport. Hein, il ne faut pas se mettre sous la table lorsqu'on vote. Hein, ils sont au CIEA. Qu'est-ce qu'ils disent au CIEA? Rien. Aujourd'hui, CIEA, oui, je le connais avant vous, d'ailleurs. Monsieur Lee, Monsieur Ayot et Monsieur... Puisque j'étais le directeur de cabinet de Jean Pépin, qui était le président à l'époque du syndicat d'électricité. Alors, je le connais. Donc vous êtes fautif au départ. C'est ça le péché Comment? originel. Vous êtes Comment? fautif. C'est le péché originel parce que vous avez mis les pieds là-dedans. Je comprends pourquoi ça marche pas maintenant. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'était fait pour l'électricité, et après, au lieu de dissoudre cette structure, lorsque l'électricité a été dans toutes les communes de l'Ain, eh bien, on a commencé à tirer des ficelles. On va aller sur l'informatique, on va aller par-ci, on va aller par-là. Bientôt, ils vont aller dans un supermarché. Ouais, mais comme ça, on finit sénateur. Vous l'avez vu. Hein. Bon. Pourquoi Écoutez, pas? Monsieur Lee siège. Pourquoi Ils sont 3 à siéger. Je pense qu'il a peut-être une explication à donner. Bon, alors clairement, ce qu'on vous demande ce soir, c'est la modification des statuts du SIEA pour intégrer la possibilité de prestation de services, de faire un schéma directeur sur notre territoire. Ce n'est pas de suivre les travaux, ce n'est pas de déléguer les bandes de recharge qu'on a mis depuis plusieurs années au SIEA. L'idée ce soir, c'est vraiment de donner la possibilité au SIEA de regrouper les différentes demandes des collectivités pour pouvoir travailler avec Enedis, c'est ce qui vous est expliqué dans la note de synthèse, et en contrepartie financière, d'avoir des remises au moment où on ouvre des bornes, des compteurs électriques pour alimenter ces nouvelles bornes de recharge. Voilà ce qui vous est demandé dans la première note de synthèse que je vous ai lue. Et la seconde note, ça sera de valider ce schéma directeur, la volonté de travailler avec le SIA, juste pour faire un schéma directeur et pour un montant de 45 € TTC. Voilà. Merci. Vous avez toujours la parole cette fois-ci pour valider un schéma directeur. Donc voilà, c'est la proposition qu'on fait ce soir, puisque le SIA a la possibilité de nous proposer cette prestation de service maintenant. C'est l'élaboration du schéma directeur, toujours dans le cadre de la promotion de la mobilité électrique qu'on a menée depuis plusieurs mandats maintenant, depuis 2 mandats. Donc je vous propose ce soir de confier par le biais d'une prestation de service élaborée du schéma directeur, d'approuver dans son intégralité la convention que vous avez en annexe, d'accepter de rétribuer le SIA pour l'élaboration du SDIR d'un montant forfaitaire de 45 € comme déjà dit, hors taxe, d'autoriser le maire ou l'un de ses adjoints délégués à signer la dite convention et de prendre toutes les dispositions relatives à l'exécution de la présente délibération et d'adopter sans réserve ni modification le schéma directeur des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques élaboré par le SIA en tant qu'il répond aux besoins du territoire de la commune de Ferney-Voltaire. Merci. Merci, Monsieur Lee. On a eu un grand débat avant. Tout le monde a tout compris. On peut passer au vote. Merci. C'est tout bon? Je vous remercie.
Avant de passer aux questions orales et des informations, moi j'aimerais bien qu'on revienne avec Nadia sur le programme d'Octobre Rose. En tout cas, moi je remercie tous les Nadia et tous ceux qui ont participé, tous les adjoints et conseillers au conseil municipal qui travaillent sur ce mois d'Octobre Rose. Et Nadia, tu vas nous expliquer quelque chose. En fait, je voyais juste un petit point par rapport à la semaine dernière. On avait le camion de la Croix-Rouge qui était présent au TAT, 9 avenue des Alpes. Donc ça s'est très bien passé. Il y avait une gynécologue, une sage-femme, une infirmière. Il y a eu une quinzaine de personnes qui sont venues. Donc ça peut paraître peu, mais sur le créneau horaire du camion, en fait, la gynécologue a été occupée toute la journée. Ils reviennent le 15. Donc on espère que ça aura autant de succès. Et puis aussi sur le marché, samedi, on avait l'association des Ailes pour vous qui était présente. Ça a très bien marché aussi. Le boudoir de Christelle aussi a eu pas mal de clientes, dont des personnes qui sont venues pour des poses de perruques. Donc plutôt satisfait de cette première semaine. Et il y a encore plein de choses les semaines suivantes, les semaines qui viennent. Demain, je crois que c'est du vélo à la piscine. Et ensuite, il y a plein de choses, yoga, enfin, il y a le programme qui est disponible sur le site de Ferney. Voilà, je vous remercie. Merci Nadia, et merci à toutes et à tous, aussi bien élus que pas élus, pour cette belle opération qu'on soutient fortement. La mairie est en rose. Peut-être une information, c'est bien passé, on a été tout à fait contents d'inaugurer la nouvelle librairie. Beaucoup d'entre vous étaient présents. Et je suis heureux que l'action que nous avons tous menée de façon en commun pour cette librairie fonctionne. On parle d'animation de la ville, on parle de culture et du livre, ça c'est très bien. En tout cas, moi je leur souhaite une longue vie, en tout cas c'était très agréable. Dans vos pelles, vous avez les décisions prises au mois de septembre en application des articles de loi. Et j'ai reçu 2 questions de la part de M. Kessler, orales, enfin du groupe, qui concernent, j'imagine, allez-y, posez votre question, je l'ai là, mais posez votre question. Alors, la première question concerne les dimanches que vous avez validés donc, en novembre 2023, concernant les ouvertures, que vous avez donné l'autorisation d'ouverture de dimanches supplémentaires, bien évidemment. Ces dimanches ont été votés avec comme condition le doublement de salaire versé pour les heures effectuées. Ce doublement, alors il y a dans cette question une autre question, ce doublement s'applique-t-il sur l'ensemble de la journée ou uniquement à partir de 13h pour les salariés de Carrefour La Poterie? Ça, c'est une première question. Alors, première question, même si j'ai un passé sur le droit du travail, le maire que je suis a une vraie difficulté d'appliquer dans le privé le code du travail, sur certaines conditions, et la convention collective qui régit la zone de Carrefour, ce que vous me posez comme question. Donc, vous l'avez dit, vous me dites que vous êtes le porte-parole d'un délégué syndical. Ça, c'est la deuxième question. Oui, moi je réponds globalement. Il y a la possibilité de contrôle. Il faut rappeler que là-dedans, la gendarmerie a l'arrêté, et elle a tout à fait pouvoir, elle a l'arrêté qu'on lui a transmis, elle est en devoir où elle peut, bien entendu, vérifier ou pas un certain nombre de choses. Moi, si derrière les employeurs ne respectent pas ce qu'ils ont signé, ça s'appelle la direction qui est là, qui est présent, avec un signalement. Et là, au niveau de la directe, ils peuvent tout à fait vérifier si les salariés, dans le cadre de la loi, sont au bénéfice ou pas de ce doublement de salaire. Il faut faire attention, je le dis, dans les conventions collectives et dans les horaires de travail, et vous le savez particulièrement, parce que certains établissements sont ouverts le dimanche matin. Donc, oui, c'est ça le vrai problème qu'on retrouve. Donc, c'est du travail normal. Normal, ça, oui, on le sait. Et il reste la partie supplémentaire qui devrait être rémunérée. Et là, il faut le faire vérifier, bien entendu. Et le maire de Ferney n'a pas le pouvoir de le faire. Mais vous êtes quand même le référent, entre guillemets, de la police.
Alors, Et c'est vous qui avez autorisé ces ouvertures. Alors, attendez, alors, premièrement, Non, on a voté un vote au niveau de l'agglomération, oui, qui s'est rapatrié à Ferney-Voltaire. Après, le pouvoir de police du maire, il est quand même très réduit dans cette affaire-là. Loin de là, je suis loin d'être le roi ou un dictateur. Je ne peux pas vérifier un certain nombre de choses. Je suis limité vraiment à des zones de sécurité. Je parle de voirie, etc. Le contrôle là-dedans, c'est vraiment un contrôle de l'État, de la directe, dans ces cas-là, pour faire vérifier si la partie qui reste est bien payée ou pas. oui, ça, on le sait. Ben, c'est ça la difficulté qu'on a, parce qu'il faut rappeler que certains magasins, c'est l'histoire, hein, n'avaient pas le droit d'ouvrir le dimanche. Après, on a eu des dérogations, on a eu les systèmes par exemple, de fleurs, etc., où on a vu à chaque fois et derrière, ce sont des salariés qui, parfois, n'ont pas les rémunérations qui correspondent aux engagements des employeurs. Oui, mais à ma connaissance, vous avez déjà reçu plusieurs fois les directeurs de ces hypermarchés. Vous pouvez quand même communiquer avec eux lors de ces rendez-vous. Là, vous me posez un problème de pouvoir de police du maire. Je vous dis simplement, là-dedans, c'est en cas d'une plainte, il y a des représentants du personnel, il y a la directe, c'est l'inspecteur du travail, l'inspection, qui font leur travail s'ils sont sollicités. Voilà. Après, bien entendu, je serai vigilant par rapport à ça, mais mes pouvoirs sont très limités dans cette affaire. D'accord. Quand vous dites que vous serez vigilant, quelles est alors vos capacités de... Voilà, exactement. Moi je répète que vous me posez une question d'une personne qui vous a posé une question. Oui, non, c'est carrément un représentant du personnel. C'est pas une personne. Moi, ce que je l'encourage à faire, il passe par vous. Je l'encourage, moi, à se rapprocher de la directe, et il n'y a pas de problème. Et là-dedans, on fera ce qu'il y a à faire. Non, mais ma question s'adressait à vous, étant donné que vous avez voté. Vous venez de me dire, je resterai vigilant. C'est quoi exactement? Concrètement, c'est quoi être vigilant? Le problème, si quelqu'un me sollicite dans le cadre d'une délégation quelconque, je suis sachant, j'interrogerai qui de droit. Ok, très bien. Je leur dirai qui vous sollicite, monsieur le maire. Très bien. Il y a une deuxième question? Non, ça serait bien que le micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ma deuxième question porte sur Alors, je vais encore parler des absents. Ma deuxième question parle pointe la délibération prise en avril de cette année relativement à l'octroi d'un véhicule de fonction au directeur général des services, incluant l'usage privé. La délibération en question est assise sur des considérants. Le premier de ces considérants est un article du Code général des collectivités territoriales qui s'applique effectivement, l'article L 2123-18-1-1. Le reste des considérants est en fait hors sujet. Alors, je tenais à vous le dire parce que j'ai contacté à ce sujet-là le sous-préfet qui m'a répondu qu'effectivement, la délibération présentait un défaut partiel de base légale, à savoir que la circulaire d'AGEMO BCG numéro 97-4 du 5 mai 97 ne s'applique pas dans ce cas-là. Donc en fait, elle n'avait pas figuré dans les considérants. L'article, alors je vois M. Tekin qui dit je l'avais bien dit, mais alors pourquoi l'avoir fait? Donc, je dis si elle s'applique. Voilà. Alors je termine. Alors vous n'êtes pas d'accord avec Monsieur le sous-préfet. Je termine simplement concernant cette affaire. L'article qui donc s'applique est, selon l'article L 2123-18-1, selon des conditions fixées par une délibération annuelle, donc c'est le seul article qui s'applique, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leur mandat et de leurs fonctions le justifie. Donc il n'y a aucun moment question d'usage privé possible. C'est pour ça que je continue de m'interroger à ce sujet et que suite au retour du préfet et du recours hiérarchique que j'ai effectué auprès du préfet sur la question, j'ai
j'ai saisi en contentieux le tribunal administratif, donc je tenais à vous en informer, hein, de la situation, parce que je crois que quand même, moi, ça m'interroge, si vous voulez, cette affaire d'usage privé. Et bon, c'est là-dessus aussi que j'avais envie de vous entendre. Alors, vous faites état de plusieurs principes de circulaire. Alors, notre délibération s'appuie sur, vous l'avez dit, sur cette fameuse circulaire de 97-4 de 97. Alors, vous l'avez dit, on a déjà fait une délibération le 9 avril 2024. On s'appuie sur les principes généraux définis par une circulaire, vous l'avez cité aussi, hein, la 97-4, concernant l'attribution des véhicules de service. Et d'autre part, elle précise que l'attribution d'un véhicule de fonction est une exception régie par des textes spécifiques qui ont également été cités. Depuis la loi de 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les collectivités territoriales ont la possibilité, selon des modalités définies par une délibération annuelle, d'attribuer un véhicule à leur agent ou élu lorsque les fonctions exercées le justifient. Dans notre cas, notre directeur général, en tant qu'agent sur un emploi fonctionnel, remplit ces conditions d'attribution. Bien que la circulaire 97-4 s'adresse initialement aux agents de l'État, elle est également applicable aux agents de la fonction publique territoriale. L'article L. 2123-18-11 du Code général des collectivités locales permet aux communes, sous certaines conditions, d'attribuer un véhicule de fonction aux agents occupant des emplois fonctionnels, comme c'est le cas pour notre directeur général des services, pour les communes de plus de 5 000 habitants. Donc, on remplit les conditions. Enfin, l'octroi de ce véhicule de fonction a été soumis à une délibération nominative détaillant les modalités d'usage du véhicule comme l'exige la réglementation. La décision a été prise en toute transparence et dans le respect des textes législatifs en vigueur. Voilà notre réponse. C'est tout. Je ne rajouterai pas plus. Une justification des usages privés dans ce que vous venez de lire. Je n'ajouterai pas plus. Vu qu'on est devant le tribunal administratif, vous connaissez bien la problématique. Très bien. Notre prochain conseil municipal aura lieu le mardi 5 novembre. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci à toutes et à tous.